Ses parents, sa mère, son père, voilà, personne ne lui a dit. Oui, c'est dur de voir ça. Hein, la mère, avant de mourir, elle aurait dû le dire. Bah oui, mais tu sais, ça, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. C'est difficile. Il y en a combien des secrets comme ça? Ah oui. Ouh la vache. D'accord. C'est du lourd là, hein. Une personne décède sans famille, nous, notre mission, c'est de lui en retrouver une. Donc là, on apprend que sa spécialité était cuisinier. On a une photo. Il y a quelqu'un qui est décédé et à la clé, il y a des héritiers qu'on va retrouver et qui vont être bouleversés par la nouvelle qu'on va leur apporter. Je comprends rien du tout. Attendez, une succession de quoi? Eh bien, c'est la succession d'une fille que votre maman a eue avant son mariage avec votre papa. Ah, attendez, je crois que j'ai quelque chose de bien là. Si ça va reconstituer le puzzle d'une vie. Il est parti en Indochine. Je vois la trace de l'embarquement sur un bateau en direction de Saigon. Alors, mais cet homme-là est devenu prêtre. Ah non, il est devenu moine. On bouleverse forcément la vie des gens. Pour vous, ça serait un oncle. Enfin, J'ai un oncle. Voilà. Bah du coup, je vais reprendre un petit café, hein, ça me... Jedailovitch. Voilà. On sait d'où on part, on ne sait jamais où on va arriver, et on est sûr qu'on va avoir des coups de théâtre, des revers. Vous la connaissiez pas du tout? Pas du tout. Mais vous saviez qu'elle existait ou même pas du tout? D'accord. Votre père ne vous a jamais parlé de sa fille ou de sa vie en France? Jamais. Mon père n'est plus là, mais je trouve ça injuste qu'il ne nous ait rien dit avant de mourir. Chaque dossier est une histoire. Et parfois, cette histoire se mêle à la grande histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Un livret de travail. Donc là, pas de doute, elle a effectivement intégré les jeunesses hitlériennes. De la croix, de Gade, de peinture par Renoir. Sans que je l'ai jamais su, j'avais un grand-oncle, il est un grand collectionneur. Adjugé 550. C'est finalement un peu gagner au loto sans avoir joué. La succession, en fait, aujourd'hui, on l'estime à plus d'1 million d'euros. Vous avez fait la même tête. Dans leur quête d'héritier, les généalogistes découvrent parfois des trésors inestimables. J'ai mis de côté toutes les archives de la famille que j'ai retrouvées en vidant l'appartement. Dans l'épisode précédent, Véronique a été chargée de retrouver les héritiers de Guillemette, petite fille d'un grand écrivain du 19e siècle qui a fait la fortune de la famille. Passionnant. Dans son appartement, cette Parisienne conservait un trésor insoupçonné. J'ai trouvé, donc page 53, à la suite du poème Les bijoux, on a la surprise de trouver une strophe supplémentaire. Une strophe inédite des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et je fus plein alors de cette vérité. Annotée de la main du poète. Que Dieu garde au génie. C'est un des plus beaux dossiers que j'ai eu à traiter jusqu'à présent, oui. Et vous avez découvert autre chose? On a découvert plein d'autres choses. Au terme de mois de travail, Véronique a finalement retrouvé les 23 héritiers de Guillemette. Elle doit désormais vendre les œuvres d'art qu'elle possédait, en plus de l'ouvrage de Baudelaire, des dessins de Victor Hugo et plusieurs tableaux de maître. La réussite d'un dossier se joue parfois en quelques minutes, à la toute fin. La mythique salle des ventes de Drouot à Paris accueille une exceptionnelle vente aux enchères des œuvres d'art possédées par Guillemette. C'est le royaume de la poussière ici. Ça, celui-là, il n'y a pas de numéro. Ah bah 130, oui, 132 sur le côté. La vente pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un mélange d'impatience, d'excitation, une petite pointe d'angoisse. Cette vente est attendue, elle est annoncée. J'ai même entendu que les journalistes parlaient de cette vente à la radio. Donc cette vente, c'est vraiment l'aboutissement et la grosse interrogation dans le dossier. Bonjour Véronique. Ça va? Oui, très bien.
Le grand jour est arrivé. Ça y est. Ouais. Quelle impatience. Oui, oui, oui. Enfin, les tableaux passent en premier. Tout à fait. Les lots de la succession devraient passer aux alentours de 15 h. Pour la généalogiste du cabinet ADD, tout va se jouer dans quelques heures. Bonjour. Ah, vous allez bien? Ça va vous-même? Ça va très bien, merci. Voilà. Danica et Claire sont des cousines éloignées de Guillemette. Tout à fait. Elles ne s'attendaient pas à être héritières dans une telle succession. Voilà, ça y est, nous y sommes. C'est le grand jour. Alors on va voir les fleurs du mal. Mais oui, venez. Voilà, voilà le livre. Voilà le livre. C'est étonnant cette histoire qui nous arrive. C'est assez J'ai l'impression que pour eux, en dehors de l'aspect financier, qui ne semble pas être le sujet, c'est vraiment l'objet en tant que tel qui les intéresse et auquel ils sont attachés et qui les touche. On a trouvé des photos, énormément d'albums photos. Et donc, voilà. Ouais. Mais là, cette photo, elles sont adorables. Ouais. Nous allons débuter cette vente. Les œuvres d'art de Guillemette ont attiré beaucoup de monde, mais rien n'est gagné. Est-ce qu'il va y avoir des enchérisseurs? Lot numéro 1. Quel va être le montant des enchères? On ne le sait jamais à l'avance. Et nous présentons sous le numéro 102 de Baudelaire un très précieux exemplaire des Fleurs du Mal, qui comporte une dédicace à Saint-Valery, fait surtout une strophe inédite. Et on commence à 50 000 honneurs. 50 000. 50 000. C'est pris par l'expert. 50 000, nous sommes. 55 000. 60 000. 60 000. Les enchères montent. 78 000. 78 000 sur le live. 80 000. 80 000. Cette valeur-là pour un ouvrage est déjà une belle valeur. 85 000. 85 000. Mais les enchères ne montent pas aussi rapidement que nous aurions pu l'espérer. 95 000. 95 000, c'est au téléphone. 98 000 sur le live. Personne au-delà de 98 000. Adjugé 98 000 sur le live. Véronique est un peu déçue. Le livre était estimé à 80 000 €. Nous poursuivons par le lot 95, toujours Eugène Delacroix. Mais il reste encore une dernière œuvre qui pourrait créer la surprise. Arrive le dessin de Delacroix. On va commencer les enchères à 4 000 €. 7 500 par un téléphone, 8 000 par l'expert. Alors là, 31 000 par un téléphone, 35 000 au téléphone devant moi. une espèce d'hystérie autour de cette œuvre. 40 000. 40 000, 41 000, 42 000. 42 000, c'est en salle, contre vous au téléphone. 43 000, 44 000, 45 000, 46 000. C'est très excitant. C'est très, très excitant. C'est... enfin, on est sidéré. 98 000, 100 000. 100 000, c'est en salle, plus par vous. 102 000. On est excité et on n'a surtout pas envie que ça s'arrête. 148 000 par ce téléphone. Commencé à 4 000 €, 150 000 les enchères par le crieur. s'envolent en quelques minutes. 150 000. 150 000 par le crieur. Et c'est une surprise absolue. Vraiment. Est-ce qu'on a 170. 170 000. 15 000. 175 000. 175 000. À 175 000, j'adjuge. Personne au-delà en salle. Pas de regret. À 175 000, j'adjuge. Adjugé 175 000. Incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout, donc je me dis, mais voilà, j'ai pris ce tableau entre mes mains et je n'ai pas conscientisé que cela pouvait avoir une telle valeur. Et c'est extraordinaire. Merci, c'était passionnant. Mais oui, c'était... excitant. Oui, très, très, très excitant. C'était le cœur qui palpitait. Au revoir, au revoir. Entre la maison de Granville et les œuvres d'art, les biens de Guillemette auront rapporté près de 800 000 € que se partageront les 23 héritiers.
Les généalogistes, eux, toucheront un pourcentage de l'héritage, compris généralement entre 10 et 40%. C'est un dossier qui me reste en mémoire. Il est mémorable parce que c'est un dossier dans lequel il y avait des œuvres d'art marquantes, parce qu'il y avait une histoire familiale importante. Donc oui, c'est un dossier dont je me souviendrai. Oui. S'il arrive parfois qu'ils retrouvent des œuvres d'art exceptionnelles, à l'ouverture d'un dossier, les généalogistes ignorent toujours la nature de l'héritage. Et celui-ci peut, dans certains cas, s'avérer déroutant. Par définition, nous avons tous une histoire singulière. Notre métier, c'est savoir reconstituer le puzzle d'une vie. Et ce puzzle, par définition, il est toujours différent. Je m'appelle Jorel Auger, je suis généalogiste successoral depuis 5 ans. Le point de départ, c'est un notaire qui me contacte pour rechercher les héritiers d'une personne qui s'appelle Jean-Marie et qui présente un profil un peu insolite puisque il est considéré, on va dire dans la vie locale, comme un homme des bois, un peu ermite, un peu artiste. Jean-Marie a passé sa vie dans un petit village du Lot. Pour retrouver les héritiers de ce défunt au profil très atypique, Jorel se rend sur place avec sa collègue Cécilia. L'héritage consiste en une quarantaine de milliers d'euros de liquidité et un terrain de 4 hectares dans la forêt de Marmignac. On commence et on sait que ça va être étonnant. Les généalogistes espèrent trouver des premiers indices sur la famille de Jean-Marie au cimetière du village. C'est ça, non? Ah bah carrément. Là, t'as tout compris. Très vite, on identifie la tombe de Jean-Marie avec des signes très distinctifs sur la pierre tombale. Parfois, on peut tirer des informations sur une pierre, mais là, c'est un langage bien particulier. Et on s'aperçoit que la tombe est fleurie. Donc, qui est-ce qui a fleuri cette tombe? Est-ce que ce sont des proches? Est-ce que c'est de la famille? Ça donne un indice. Une tombe fleurie, en général, c'est très bon signe. Jean-Marie était une figure locale de Marmignac. Les généalogistes ont rendez-vous sur la parcelle du défunt avec l'un de ceux qu'il a le mieux connu. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va et vous? Un peu long, mais ça va. Très bien, bienvenue alors. Oui, merci. Merci. Très bien. André Bargue est l'ancien maire du village. Il a veillé sur Jean-Marie jusqu'à son décès. Voilà. Et là commence la propriété de Jean-Marie, ici même. Né de père inconnu, en région parisienne, le défunt a vécu la majeure partie de sa vie dans ces bois, avec sa mère. Comme il était malade mental depuis la naissance, il a subi quand même quelques internements et c'était insupportable pour sa mère et pour lui. Et donc, pour le protéger, ils sont revenus ici. D'accord. Voilà, donc en fait... Elle lui a offert un espace de liberté, finalement. Oui, elle est revenue ici parce qu'elle est née ici. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Là, on se rend compte qu'avec Jorel, on est dans une décharge à ciel ouvert. Passer une certaine frontière, c'est plus du tout la même chose. Ça, là, c'est sa construction, voilà, ses constructions personnelles. Tout ce que vous allez voir, c'est lui qui l'a posé. D'accord. Donc c'est un rapport... des édifices qu'il faisait seul. Oui, ah ben, de toute façon, il était tout seul. Ouais. Ah oui, d'accord. On accède à un musée à ciel ouvert. Donc c'est assez déstabilisant. Avec un sphinx qui est gravé dans la pierre. Des motifs un peu rupestres. Et ça, c'est assez saisissant. Parce qu'on ne s'y attend pas. Attendez-moi.
Et ici, c'est une galerie qui est relativement accessible. Putain, sur la main sur mon épaule. Comment il a fait des sculptures dans le plafond? Il a sculpté la pierre et l'a mis. Je comprends que ma mission va être de valoriser cette parcelle, mais pour le faire correctement, je vais avoir besoin de l'avis d'un expert, d'un œil avisé, parce que l'œuvre de Jean-Marie dépasse totalement le champ de mes compétences. On a l'impression qu'il peut surgir à n'importe quel moment là. Ici, on arrive de ce qu'il appelle la faille. Là, il a creusé un biais entre deux roches parce qu'elles avaient cette forme-là, et on arrive à une galerie qui est à 15 mètres. Les gens qui viennent là, ils peuvent très bien marcher dessus en fait. Je suis d'accord. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un peu inquiétant. Hein. Il passe par c'est un peu inquiétant et ça nous force aussi à aller vite dans les recherches. Pour sécuriser la parcelle, les généalogistes espèrent trouver rapidement des héritiers. Voilà, donc ça fait à peu près 11 mètres sur 15. Mais dans ce dossier, un autre défi les attend. Conserver en l'état l'œuvre inclassable de Jean-Marie. Comme pour cet ermite du Lot, la vie des défunts est souvent empreinte de solitude. Mais derrière l'isolement apparent, se cache parfois une famille, même très proche. Dans l'épisode précédent, François, le généalogiste marseillais, débutait la recherche des héritiers de Rose et Robert. Ah oui, oh la vache, d'accord. Ce frère et cette sœur mystérieusement décédés le même jour à leur domicile. Ok, il y a la lumière là quelque part. C'est du lourd là, hein? Ah oui. Célibataires et sans enfants, ils vivaient tous les deux dans le plus grand isolement. 1er mai 2000, Maurice nous a téléphoné. Grande surprise, depuis plus de 35 ans qu'on nous a ignorés, on pouvait crever. Quelques semaines plus tard, l'enquête a déjà bien avancé. On arrive à reconstituer le fait que, a priori, Robert est décédé en premier d'une crise cardiaque. Et Rose était atteinte de problèmes psychologiques, sans doute. Et aéré dans l'appartement et s'est laissé mourir donc, dans l'appartement. Grâce aux indices récoltés à leur domicile, le généalogiste a mis son collègue Olivier sur la piste de frères et sœurs des défunts. Ah, ça, ouais, c'est tout à fait intéressant. Là, je crois que j'ai retrouvé la famille. C'est bien nos deux défunts que je retrouve avec leurs parents et 3 frères et sœurs en plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce sont évidemment des héritiers potentiels. Dans l'Aveyron, on retrouve 3 demi-frères et demi-sœurs, dont 2 aujourd'hui décédés, laissant 2 neveux. Il y a donc 2 branches de la famille qui se sont perdues de vue et qui ne se côtoyaient absolument plus depuis de nombreuses années. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que voilà, le père s'est marié 2 fois. Et de cette deuxième union, il a eu les 2 enfants, nos 2 défunts, Robert et Rose, qui étaient eux à Marseille, alors que les autres, visiblement, sont restés dans l'Aveyron. Et alors, en plus, cerise sur le gâteau, il y a un petit bouquin de la famille qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. On s'aperçoit qu'une des demi-sœurs a écrit un livre sur l'histoire familiale. Le papa décède dans des conditions tragiques. La deuxième épouse
de leur père commun, s'est retrouvé avec 5 enfants à sa charge. Et à l'époque, c'était très compliqué à gérer, elle avait très peu de moyens. Donc les enfants étaient séparés très jeunes, là, elle la raconte. Je tenais mon petit frère Robert dans mes bras, donc Robert, notre défunt, que c'était dur de s'en séparer, et ma petite sœur Jacqueline, Rose, c'est Rose Jacqueline, que j'aimais tant et que je trouvais tellement jolie. Je pensais que je ne les reverrais peut-être plus. François a rendez-vous à Paris avec un des héritiers, un neveu de Rose et Robert. Il ignore comment celui-ci réagira à cette annonce, qui risque de faire ressurgir des souvenirs douloureux. À Paris, François, le généalogiste marseillais, a rendez-vous avec un neveu de Rose et Robert, décédé à Marseille le même jour. Il va lui révéler qu'il est héritier dans leur succession. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est Jean-Pierre, hein, c'est ça? Ouais, Jean-Pierre. Ouais. Voilà, enchanté. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que la succession dont il s'agit, c'est celle de votre oncle et de votre tante. D'accord. Voilà. Donc Rose et Robert. Voilà. Donc vous les aviez connus, je ne sais pas si vous les avez connus. Oui, je les ai connus, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps? Très longtemps. Oui. Sachez que quand on a procédé aux recherches, on a découvert l'existence d'un livre. En recherchant le nom de votre famille, on a pu retrouver le livre de votre maman. Ouais. Vous le saviez? Oui. Vous l'avez lu, ce livre, ou pas? Non, je ne l'ai pas lu encore. Pas du tout? Mais j'ai du mal à le lire parce que ça va me faire mal, quoi, je veux dire. Ouais, j'imagine. Je pense qu'il y a des sujets dramatiques et voilà, quoi. C'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Mais je le lirai, c'est sûr. Et souvent, effectivement, on sait plus de choses que des héritiers qui ne savent absolument rien. Donc on est souvent beaucoup questionné à ce sujet et ça se gère en essayant d'apporter le maximum de réponses qu'on peut. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir comment ils sont décédés. Quoi. Ouais. En plus, les deux en même temps, le même jour, ils avaient 80 ans. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Ils sont nés en 1935. Et ce sont des personnes qui vraiment vivaient toutes les deux coupées du monde un petit peu. Voilà. Ah ouais. C'était vraiment... C'est pour ça qu'on a un peu perdu le contact parce qu'ils ne nous appelaient jamais, et nous on ne les appelait pas. Parce que la dernière fois que ma mère les avait appelés, ils s'étaient un peu disputés. Donc il y a eu une coupure quoi, après. Donc on ne savait pas ce qu'était leur vie. On ne sait pas grand-chose en fin de compte sur eux. Avec cet héritage, Jean-Pierre renoue avec une histoire familiale douloureuse. Mais il est loin d'imaginer l'ampleur du trésor légué par son oncle et sa tante. Les recherches des généalogistes peuvent aussi faire remonter à la surface un passé trouble des défunts, lié aux heures les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Dans la région de Strasbourg, tous les dossiers sont différents et tous les dossiers peuvent aboutir à un dénouement extraordinaire ou exceptionnel. Je m'appelle Jérôme Carlier, j'ai 39 ans et je suis généalogiste depuis 7 ans. Mon métier est de retrouver les héritiers lorsqu'un notaire ne les connaît pas, afin de pouvoir régler une succession. Ce matin, Jérôme a rendez-vous chez un notaire à Mulhouse pour un nouveau dossier. Il s'agit de Joséphine qui est décédée le 29 août 2016. Alors, les seules choses que je connais relativement à la défunte, c'est qu'il semblerait que ce soit une personne qui était célibataire, sans enfant. Est-ce qu'éventuellement vous avez la carte d'identité? Oui, alors j'ai copie de sa carte d'identité. Merci. C'est toujours intéressant pour nous de mettre un visage en fait sur un nom. Est-ce que vous avez un peu connaissance du patrimoine du coup? On a des comptes bancaires. Il y a, voilà, 128 362,92 €. Oui, quand même, ouais. C'est déjà un beau patrimoine. Hein. Ce sont les seuls éléments Ok, très bien. que j'ai concernant cette personne. Parfait. On va d'abord enquêter pour vérifier qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce qu'on ne sait jamais, après tout, elle peut en avoir eu. On peut avoir des surprises d'enfants qu'on ne connaissait pas forcément. Oui, tout peut arriver.
Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la vie de Joséphine. On ne sait pas trop où on va, mais néanmoins, dans ce genre de dossier, l'intuition en fait, du généalogiste est très importante. Jérôme est épaulé par Julien, lui aussi généalogiste. Il faut se faire confiance à son instinct et ne pas négliger aucune piste susceptible de donner quelque chose. Les deux hommes commencent leur enquête aux archives départementales. Elle est née en 1928 et donc elle est fille de Marianne, uniquement de Marianne. Donc du coup, c'est une mère célibataire. Sa maman était polonaise, elle est née en Pologne en 1894, elle était ouvrière. En plus, elle n'habitait pas à Mulhouse, là où est née Joséphine. Elle a été reconnue. Je me demande si ce ne serait pas une fille de l'assistance publique. Est-ce que sa maman ne l'aurait pas confiée à l'assistance publique à sa naissance? C'est peut-être une piste à explorer. Sa maman était d'origine polonaise. Souvent, dans le profil de ces femmes de l'époque qui viennent d'un pays étranger, qui étaient souvent ouvrières ou travaillaient même dans les mines parfois, elles n'avaient pas la possibilité de s'occuper d'un enfant qu'elles auraient eu, d'autant plus hors mariage et sans papa. Pas celui-là non plus. Ah, bah tiens, regarde. Joséphine. Ah bah alors là, on va pouvoir avancer. On va avoir pas mal d'informations du coup. Et là, enfin, on découvre qu'il y a un dossier d'assistance publique pour Joséphine. C'est une vraie porte qui s'ouvre dans la recherche. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est son procès-verbal de placement. Pour quel motif a-t-elle eu besoin de justifier l'abandon de l'enfant? Et là, il y a écrit « La mère déclare ne pas pouvoir subvenir aux besoins de 2 enfants ». Donc là, on voit que la fille mère Marianne a déjà un enfant, Anna. Donc on sait déjà aujourd'hui, maintenant, d'ores et déjà, que notre défunte avait une grande sœur en fait, parce qu'elle est née avant. Alors très vite, on découvre en consultant le dossier de Joséphine qu'elle a eu une sœur, Anna, qui est née avant elle. Et là, on se dit certainement qu'il y aura peut-être d'autres frères et sœurs, donc on va continuer nos recherches dans ce sens. Et en continuant à fouiller dans le dossier d'assistance publique de Joséphine, on découvre un document assez inhabituel. Qu'est-ce qu'on a là? Un livret de travail durant l'occupation nazie. Oui, on voit Deutsches Reich, l'Empire allemand, le Troisième Reich, et puis la croix gammée, l'aigle hitlérien. Là, forcément, on replonge en fait dans l'histoire, et c'est la particularité de ce dossier, c'est que on se retrouve des dizaines d'années en arrière, et on se retrouve face à tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Ah bah tiens, voilà une photo. Une photo de Joséphine, 1943, donc elle avait 15 ans. Voilà, Joséphine a 15 ans. Tu vois, par exemple, on voit que le courrier se termine par Heil Hitler, comme... C'est incroyable. Donc là, pas de doute, elle a effectivement intégré les jeunesses hitlériennes. En quittant les archives départementales, on se dit que l'enfance de Joséphine a été particulièrement difficile. Elle a été confiée à l'assistance publique. Elle a traversé l'épreuve du nazisme. On se rend compte qu'on va plonger dans une période très sombre et on a un frisson dans le dos parce que d'un coup, on quitte les livres d'histoire pour rentrer dans la réalité de ce qu'ont vécu vraiment les gens pendant cette période. Pour Jérôme et Julien, ce dossier est encore plein de zones d'ombre. Mais ils savent qu'ils s'apprêtent à découvrir une vie marquée par les grands bouleversements de l'histoire. S'immerger dans la vie des défunts, reconstituer leur parcours de vie, fait partie du quotidien des généalogistes. Mais il arrive que leurs enquêtes les conduisent loin des archives. Dans sa quête des héritiers de Jean-Marie, l'homme qui vivait en ermite dans les bois, Jorel est confronté à un héritage insolite. Pour estimer la valeur de l'œuvre transmise par Jean-Marie à de potentiels héritiers, le généalogiste se rend au LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Ce que je souhaite savoir, c'est si cette parcelle peut intéresser des collectionneurs. Pour moi, c'est inclassable.
Donc en me rendant à Villeneuve d'Ascq, je vais pouvoir comprendre la portée aussi de l'œuvre de Jean-Marie. Jorel a rendez-vous avec Savine Faupin, conservatrice spécialisée dans l'art brut. Elle n'a jamais rencontré l'ermite du Lot, mais a entendu parler de son travail dans les bois. C'est un peu particulier parce qu'il y a presque une entrée solennelle avec ces édifices construits avec des pierres, qui représentaient pour lui apparemment des pyramides. Et puis on a ici un petit sphinx qui a été gravé. C'est beau aussi parce que c'est juste Oui. à peine gravé. Et puis des signes très expressifs. Absolument. Les animaux aussi. C'est très poétique en fait son travail. Je vous avoue que je suis assez déstabilisé. C'est sûr que j'imagine que c'est pas forcément habituel. Non, non, vraiment, c'est pas habituel. Donc on est vraiment face à une œuvre en tant que telle. D'accord. C'est vrai que souvent c'est un terme, alors c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est comme une œuvre-vie. Ça ne doit surtout pas disparaître ou être dispersé. Moi, ce qui me fait aussi peur quand on parle de lieux comme ça, c'est de se dire, bon, bah là, on va aller les vendre à droite, à gauche, et puis on va récupérer un peu d'argent. Le défi, ce sera aussi de relayer sa volonté à ses héritiers pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils sont porteurs d'un héritage, alors qui n'est pas forcément financier, mais qui est culturel. Alors, un héritage lourd à porter. Bah, j'espère que vous allez y arriver. Bah, c'est important. Ouais, c'est important, c'est vrai. Et puis, bon, il faut qu'ils se disent aussi que c'est un très bel héritage. Ouais. Et que lui, c'était un très beau personnage aussi. Ça aussi, c'est très important. Je me dis qu'il va falloir aller très vite pour rechercher les héritiers, anticiper peut-être l'avenir de cette parcelle et prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation des lieux. Mais le défunt vivait reclus, sans famille connue. Et pour l'heure, Jorel n'a encore identifié aucun héritier de Jean-Marie. Lorsque les membres d'une même famille se sont perdus de vue depuis des années, les retrouvailles arrivent toujours trop tard. Jean-Pierre, le neveu de Rose et Robert, le frère et la sœur décédés le même jour, est soudainement confronté à son histoire familiale. À Marseille, François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien? Oui, vous? Oui. C'est la dernière occasion pour lui de récupérer des effets personnels avant que l'appartement des défunts soit entièrement débarrassé puis vendu. Je vous préviens, c'est costaud, il faut s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher, d'accord. On est sur des cas toujours exceptionnels, donc avec des circonstances, on voit quand même l'extrême solitude des gens. Donc ça peut, pour des gens qui sont en plus proches en degré, ça peut être un moment délicat à passer. Allez, je vais passer devant, je vais allumer. Ça n'a pas bougé déjà depuis la dernière fois où je suis venu. Hop, ici. On doit avoir la chambre probablement de Rose. De Rose, ouais. Moi aussi, c'est ce que je Voilà. dis. On a le coussin rose déjà. Le coussin de Rose, ouais, ça doit être elle. Ça. Bon, voilà, c'est encore une... J'espère qu'elle ne vivait pas quand même dans cet état, quoi. Je dis que c'est la misère de vivre dans cet état, quoi. Je pense que c'est pas possible. C'est pas vivable de vivre comme ça, quoi. Sa chambre, c'est pas mieux, quoi. C'est pas mieux. Ouais. C'est triste. Ah oui, ça. C'est triste de finir comme ça, ouais. Bon, voilà. Donc on a le séjour qui est ici. Ah ouais, là c'est le séjour. Là. Voilà. D'accord. Vous voyez le... Je pense qu'il se pose 1000 questions, il se refait le film à l'envers, il se demande pourquoi ils se sont éloignés, sa mère et ses frères et sœurs. Je pense que ça travaille beaucoup, ouais. Ça le travaille beaucoup. Là, je pense que c'est Robert avec sa sœur, avec Rose, quoi. Ah. Ça, c'est moi avec ma sœur. Elle est belle, celle-là. Hein? Elle nous avait pas oubliés, alors. On était dans l'album, quoi. Ça fait plaisir. Ça, je suis avec ma sœur. Oh là là, elle vieille, cette photo. Oh là 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 là. Il pensait être complètement
mis à l'écart de la famille. Puis donc quand même, il retrouve cette photo où il se voit étant petit, ça lui fait revivre pas mal de choses. Donc il se dit qu'il y a quand même un lien, effectivement, qui est resté malgré tout, malgré l'éloignement, malgré la distance. C'est triste de savoir que voilà, qu'ils sont décédés ensemble, tous les deux, et qu'ils n'ont pas pu profiter de leur argent, quoi. Et que c'est nous qui allons en profiter. Et voilà, quoi. Donc je les en remercie. Et puis j'aurais préféré que ça se tourne autrement, quoi. Que ce soit eux qui en profitent, quoi. Voilà. Oh, c'est qui ça? C'est moi, ça. Oh là aussi, j'étais jeune. J'étais mignon, moi. Hein. J'avais 17 ans. J'étais beau à 17 ans. Hein. Mais je pensais pas qu'il y avait une photo comme ça avec Rose, quoi. En janvier 65. Oh là 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 là, 65. Jean-Pierre, l'héritier, est loin d'avoir découvert tous les trésors de son héritage, car Rose et Robert gardaient d'autres secrets, en lieu sûr. Pour retrouver des héritiers, les généalogistes lèvent le voile sur des pans de vie entiers que les défunts pensaient avoir enfouis pour l'éternité. À Strasbourg, le dossier de Joséphine est toujours entouré de mystères. Elle a été abandonnée à la naissance, puis enrôlée dans les jeunesses hitlériennes. Les généalogistes veulent en savoir plus sur ce qu'a pu être sa vie. Parfois, dans les dossiers qu'on traite, on se rend compte que les histoires des familles qu'on retrouve est fracassée par la grande histoire, par les guerres, par les conflits, par les déportations, et c'est le cas de l'histoire de Joséphine. J'ai besoin d'avoir des informations sur qu'était l'existence d'une jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale, placée à l'assistance publique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle sont annexées par l'Allemagne. Toute la population est alors considérée comme allemande et doit obéir au régime nazi. Les enfants n'y échappent pas. Entre 10 et 18 ans, ils sont enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Pour recueillir des informations sur cette période de la vie de Joséphine, ces 15-20 ans durant l'occupation nazie, je décide de me rendre au mémorial d'Alsace-Moselle et j'espère rencontrer des gens qui pourront me donner des indications qui m'aideront à orienter mes recherches. C'est assez impressionnant de les voir toutes faire le salut hitlérien, de les voir toutes défiler. En fait, c'était limite des organisations paramilitaires, en fait, même pour les jeunes. Oui, ça avait un rôle de paramilitaire, effectivement. Le but, c'est de séduire la jeunesse en leur proposant des activités qui peuvent leur plaire, mais à travers ces activités, eh bien, ils sont endoctrinés, ils sont pris dans la toile du parti nazi et ils sont formés à devenir de bons nazis. J'ai ramené quelques photos de son dossier de l'assistance publique. Je vous laisse peut-être le regarder et puis me dire si vous pouvez m'apporter des précisions. Déjà, on voit bien la germanisation de son nom, le PH. Vrai, le PH et puis l'accent qui disparaît et le PH qui devient un F. Ouais. Et le fait qu'elle ait été placée à l'assistance publique... Si elle n'a pas d'attache en France, que ce soit une famille ou qu'autre, c'est plus simple de la nazifier, c'est plus simple de la germaniser et donc d'en faire un bon nazi. Sans doute, ça a été le cas et c'est pour ça aussi qu'ils vont aussi prendre les orphelins dans les organisations nazies. Oui, c'est ça. Joséphine s'est retrouvée prise dans cet engrenage. Cette visite au mémorial me permet de prendre conscience qu'à aucun moment, Joséphine n'a pu établir de contact avec une famille éventuelle. C'était complètement exclu. Joséphine n'a sans doute jamais connu sa sœur, Anna. Si elle est en vie, elle sera héritière. Mais Jérôme et Julien n'imaginent pas l'importance du secret de famille qu'ils s'apprêtent à découvrir. Car les dossiers de succession peuvent connaître des rebondissements de dernière minute. Adjugé 550. Avec à la clé de mauvaises ou de très bonnes surprises.
À Marseille, dernier acte dans la succession de Rose et Robert. L'héritage qui revient à Jean-Pierre, leur neveu, s'avère bien plus conséquent qu'au départ. Les défunts ont accumulé pendant des années un trésor de grande valeur, le fruit d'une vie de labeur et de privation. Il sera mis aux enchères dans quelques heures. Maître Fleck, le commissaire-priseur, les accueille dans sa salle des ventes. Je vous présente Jean-Pierre. Enchanté. Enchanté. Donc l'héritier, l'heureux héritier. De Rose et de Voilà. Robert. Très bien. C'est un dossier qui commence de manière tout à fait sommaire, avec un décès très mystérieux, et ça finit en apothéose. Vous allez avoir, je pense, une très bonne surprise. Voilà. D'accord. Qui vous attend. Si vous voulez me suivre. Allez, on vous suit. Jean-Pierre est loin d'imaginer l'ultime surprise que lui réserve cet héritage. À Marseille, l'héritier de Rose et Robert s'apprête à découvrir l'ampleur de son héritage. Ce frère et cette sœur, décédés le même jour, ont accumulé pendant des années un trésor de grande valeur qui va être mis aux enchères. Rose et Robert avaient un coffre à la banque, chacun avait leur coffre. Et quand on va faire l'inventaire, on découvre un petit trésor, en fait, assez exceptionnel. Voilà, donc ce qu'on a trouvé dans les deux coffres qu'on a ouverts. D'accord. Ça fait un joli petit paquet de pièces. Oui, je vois ça. Voilà, avec toutes sortes de pièces, des pièces de 20 francs or qui sont les plus communes, des souverains, des pièces suisses, on a les dollars mythiques, et puis on a une jolie pièce que je vais vous montrer. C'est une pièce de François-Joseph, empereur d'Autriche, qui est très belle, très fine, voilà, avec l'aigle autrichien. Ça, c'est une pièce qui n'a jamais circulé. Ça, c'est des pièces qu'on gardait, mais vous en avez d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait C'est surprenant. Vous n'étiez pas présent pour le... Ouais, c'est surprenant, toutes ces pièces. Je pensais qu'ils avaient de l'argent peut-être, mais pas des pièces d'or, quoi. Quand on voit l'état de l'appartement et les conditions dans lesquelles il vivait, c'était quand même assez surprenant d'avoir tout cet argent accumulé dans le coffre. Ouais. Donc le contraste est impressionnant. Adjugé 2420 francs. Napoléon, nous démarrons à 6 000 euros, c'est pris. À 7 520 euros. Adjugé 7 550. Au total, ce jour, les enchères dépassent les 100 000 euros. 1720 sans regret. Mais pour Jean-Pierre, la valeur de cet héritage va bien au-delà. 70 par monsieur dans la salle. 80. Grâce au travail du généalogiste, il a surtout retrouvé une pièce de son histoire familiale d'une valeur inestimable. Si certains dénouements sont heureux, dans les histoires de famille, un secret peut parfois en cacher un autre et raviver de douloureuses émotions. À Strasbourg, après des mois de recherche, Julien et Jérôme ont retrouvé tous les héritiers de Joséphine, placés à l'assistance publique avant d'être enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Sa sœur Anna est finalement décédée, mais ils ont découvert que sa maman a eu 13 enfants. Parmi les frères et sœurs toujours en vie, Julien a trouvé un frère qui s'appelle Henri, qui habite la région et que nous allons contacter par téléphone. Là encore, il faut se mettre à la place de l'héritier. On risque de lui apprendre quand même une nouvelle qui le bouleversera. On en a un petit peu d'appréhension avant de l'appeler, on ne sait pas comment il va réagir. Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui. Je me présente, je m'appelle Julien Altenburger, je suis généalogiste et je travaille actuellement pour un notaire dans le cadre d'une succession. Vous êtes au courant d'un décès dans votre famille il y a quelques semaines? Je comprends rien du tout. Attendez, une succession de quoi? Eh bien, c'est la succession d'une sœur à vous, mais d'une fille que votre maman a eue avant son mariage avec votre papa. Ah, bah ça, on ne savait pas. Hein. Ah, vous ne saviez pas? On ignorait bien. Bah, c'est pas très Noël. Oui. Mais attendez, encore un mot là. Allez-y, Quel nom elle porterait, ce frangine?
Alors, elle s'appelle Joséphine et c'est votre demi-sœur. Ah oui, ah oui. Elle habitait pas très loin de chez vous, vers Mulhouse. Oh non, non. C'est incroyable, hein? Après ce coup de téléphone passé à Henri, nous décidons avec Julien d'aller le rencontrer pour lui expliquer en détail les raisons en fait, de notre appel. C'est là. Et il n'est pas au bout de surprise. Bonjour, messieurs. Vous êtes Henri, c'est bien ça? Oui. Enchanté, je suis Julien. Merci de nous accueillir chez vous en tout cas. Merci. C'est très gentil. Je voulais vous montrer toute la fratrie de tous les enfants tous les autres enfants qu'a eu votre maman. Mais il y en a quand même beaucoup, non? Ah bah il y en a beaucoup. Ah, elle a pas chômé, je vous confirme. Des grandes familles comme ça, c'est pas souvent quand même. C'est assez rare quand même, ouais. Donc là, on a Joséphine, donc la fameuse. Oui. Donc elle est née le 12 mai 1928. 10 ans avant moi. Oui. Alors ça, c'est une photo d'elle. C'est la seule qu'on a. Quand elle avait une quinzaine d'années. Oh, elle ressemble à... c'est pas la mère, hein. Il y a un air de famille, ouais. Topic la mère, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre maman, elle était fille-mère. Oui. Elle a eu d'abord Anna. Oui. D'accord. Et Anna, elle l'a placée chez une nourrice. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque pour les filles-mères. Et tous les mois, elle payait. Donc en fait, presque tout son salaire partait dans la nourrice d'Anna. Alors comment qu'elle vivait, la mère? Eh bien justement, c'était difficile pour elle. Et du coup, quand elle a eu Joséphine en deuxième enfant, elle ne pouvait pas encore payer pour la deuxième. Bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'elle l'a abandonnée. C'est incroyable, ça. Pendant la discussion avec Henri, alors qu'on lui parle de Joséphine, de son histoire, oh là là. Elle a une drôle de vie. Je m'aperçois qu'il y a un autre secret dans sa famille dont il n'est pas au courant et qu'il va falloir que je lui révèle l'existence. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, donc il y en a deux qui sont décédés assez jeunes, Jean-Jacques, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà, en 48. En 48, oui. Et puis il y en a une autre, c'est Jeanne, qui elle est décédée en 36. Donc elle avait 5 ans quand elle est décédée. On la connaît pas, celle-là. La Jeanne? Ouais, vous avez jamais entendu parler d'une Jeanne? Non. Ah bah vous voyez, donc je vous apprends encore une sœur en plus. Bon, on n'a jamais entendu parler de ça. Encore une. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait deux sœurs qu'on ne connaît pas. Jamais j'aurais pensé qu'un truc comme ça. Et pour lui, c'est bouleversant. Il ne comprend pas pourquoi personne ne lui a jamais parlé en fait, de l'existence de ses sœurs. Ni ses parents, sa mère, son père, voilà, personne ne lui a dit. Oui, c'est dur de voir ça. Hein, la mère, avant de mourir, elle aurait dû le dire. Ben oui, mais tu sais, ça, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. C'est difficile. Hein. Il y en a combien des secrets comme ça? On sent l'émotion qu'il essaye de contenir, mais qui déborde, parce qu'en fait, ce qu'on lui apprend sur sa famille, c'est des choses dont il n'avait même pas idée. Et il y a de quoi déstabiliser même le plus solide des hommes. Henri héritera d'environ 10 000 € de sa demi-sœur Joséphine, qu'il n'a pas connue. Des dossiers comme celui-ci, Julien en traite plus d'une centaine chaque année, et aucun ne ressemble à un autre. Car en pénétrant dans l'intimité d'une famille, tout est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est le cas dans la nouvelle affaire dont il est en charge. Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. On sait d'où on part, on ne sait jamais où on va arriver. Julien doit retrouver les héritiers de Susanna. Décédée à Paris il y a quelques semaines, elle n'avait pas d'enfant. Mais les premiers éléments de l'enquête présagent déjà quelques surprises. On voit que le déclarant de son décès est une petite nièce, Jennifer. C'est la première fois que je vois une petite nièce déclarer le décès d'une parente. Souvent, on est sur des enfants qui déclarent le décès de leurs parents. Et dans 99% des cas aujourd'hui, c'est les sociétés de pompes funèbres. Et en tout cas, pas des membres de la famille aussi éloignés qu'une petite nièce. Julien a rendez-vous avec cette petite nièce devant l'appartement de la défunte.
Bonjour. Bonjour. Ça va, merci. C'est parfait. Quand j'arrive devant l'immeuble et que je rencontre Jennifer, je m'aperçois tout de suite qu'elle est très, très émue. C'est parti. C'est Jennifer qui a les clés de l'appartement, mais ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas réussi à pénétrer dans l'appartement. Je devais avoir 7 ans ou un truc comme ça. 7-8 ans. Pour mes 6 ans, peut-être. Ouais, je crois que c'était pour mes 6 ans. C'était ma première poupée en porcelaine. Ouais. Petite âne articulée. Le petit sabot. Il vient de Grèce. Elle y tenait beaucoup. D'accord. Je découvre que la maman de Jennifer est décédée quand Jennifer était toute petite. Et donc, c'est Susanna qui l'a recueillie et qui l'a élevée depuis qu'elle a 3 ans. Et donc, les liens affectifs entre Jennifer et Susanna étaient très, très forts. Donc, elle a fait toute son enfance, son adolescence dans cet appartement. Ça a été vous comment emmenez on à la appelle ça. plage. Elle m'a emmenée en Martinique, parce qu'elle Ah, en partait en Martinique. Martinique. Donc Super. ça doit être vraiment une des premières photos quand je suis arrivée dans sa vie. Ah, c'est drôle cette photo. Hein personnel retraité. Parce qu'elle faisait quoi dans la vie? Elle était infirmière. D'accord, à l'hôpital du coup. Et elle est arrivée quand, en Paris? Elle avait 22 ans. Et elle retournait fréquemment Elle en est Martinique? retournée dans les années 2006, D'accord. 2007. Avec l'objectif de rester là-bas, et puis elle n'a pas supporté. Elle était à la retraite et la maladie, elle s'est déclarée. Ah, La d'accord. maladie d'Alzheimer. Ok. Du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, je l'ai fait revenir, qu'elle revienne ici. C'était un peu plus simple. Et ça, c'est elle. Ah, c'est elle, avec le petit chien justement. Avec Loustic. Loustic. Ah oui, donc là, il y a son adresse effectivement en Martinique. Oui. Moi, je vais peut-être le prendre en photo du coup. Est-ce que votre maman vous a parlé de famille Ah, des familles. en Martinique? Je connais, son frère, je savais qu'elle avait un frère. Ah, donc du coup, elle avait un frère également. J'ai la conviction que mes recherches vont devoir se poursuivre en Martinique. Parce que j'ai appris que Susanna avait un frère, carmélien, qui vivait a priori là-bas, mais je n'ai aucune autre information. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il avait lui-même des enfants? L'autre aspect un petit peu douloureux pour Jennifer, qui considérait un peu Susanna comme sa maman, c'est que nos recherches vont probablement permettre de déterminer d'autres héritiers. Et donc des personnes vont hériter de celle qu'elle considérait comme sa mère, alors qu'elles ne l'ont jamais connue. Susanna, la défunte, laisse derrière elle un patrimoine d'environ 500 000 €. La seule piste pour retrouver ses héritiers se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Dans le prochain épisode, la quête des héritiers de Susanna va conduire Julien jusqu'en Martinique. Donc a priori, la maison, elle serait quand même par là. Un voyage qui leur réserve de grandes surprises Alors, c'est un peu la friche. Alors pour rentrer, je pense qu'on va s'amuser là. et qui va les mener jusqu'à une famille qui ne savait rien de cette tante décédée. En fait, vous la connaissiez Non, pas du tout. D'accord. Vous la connaissez pas du tout? Pas du tout. Mais vous saviez qu'elle existait ou Non, même non. pas du tout? D'accord. Ah oui. Dans le Lot, Jorel et Cécilia vont quant à eux découvrir que la famille de Jean-Marie, l'homme des bois, n'était pas si loin de lui. Mon mari, il en avait honte de son coup. Alors, des fois, des gens entendent parler, mais vous êtes parents avec Jean-Marie Massou? Il dit, ah non, 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 on n'est pas parents, ça n'a rien à voir. Attention, attention, attention. Michel. Les héritiers vont découvrir l'œuvre inclassable qui leur revient. Allez éclairer tout en haut, vous allez voir. Il y a un motif, Ah oui, oui, voilà. oui, je vois. Voilà. Là, on retrouve des haches, une espèce Mais de... comment il a fait une pour espèce faire de ça sorte là-haut? Enfin, Antoine et Emmanuel seront plongés dans les heures les plus sombres de la grande histoire. Donc ce sont les archives de la spoliation.
la spoliation des biens juifs sous l'occupation. Et on voit bien que d'Orville est bien mentionné comme juif. Ils vont mener l'enquête pendant des mois. 4 peintures par Bonnard, de Lacroix, de Gade, 2 peintures par Renoir. Et se battre pour que les tableaux spoliés par les nazis soient restitués aux héritiers. Permettez-moi de vous remercier, vous tous, d'avoir fait ce long chemin pour venir ici à Berlin pour recevoir ces œuvres restituées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Héritiers inconnus.